tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit let's play sur du rétro gaming et sur Pokémon Emerald sur Game Boy Advance. Alors, Pokémon Emerald est le 5e jeu de la série sorti sur Game Boy Advance. Il est le successeur de Pokémon Ruby et de Pokémon Saphir, la fameuse 3e version, comparable à Pokémon Jaune ou Pokémon Crystal. Sa jaquette, je ne sais pas si vous vous rappelez, illustrait le Pokémon légendaire Rayquaza. L'histoire se passe donc encore sur la région de Hoenn, et le scénario reste globalement le même que dans Ruby et Saphir premier du nom, même si de nombreux aspects du jeu ont été remaniés. Donc moi j'avais adoré cette version. Ceux qui écoutent mes vidéos savent que la 3e génération reste ma préférée, pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les Pokémon de départ, j'aime bien les personnages, j'aime bien le conseil. J'ai toujours eu des très bons résultats, que ce soit sur Ruby, Saphir, Emerald ou les versions Rosa. C'est toujours une région qui m'a énormément réussi. Et du coup, c'est un petit peu mon petit coup de cœur. Graphiquement, on avait quand même une nette amélioration, puisqu'il était sorti quand même après Rouge Feu et Vert Feuille. Et il y a plein de trucs qui étaient super sympas dedans. Donc là, on reprend la partie après que j'ai eu mon premier Pokémon et que j'ai été affronter Flora. Et donc, on va partir vers la première arène. On va s'arrêter dans le jeu, on va s'arrêter juste un peu avant. On va faire une petite vidéo d'une demi-heure. On va s'arrêter quand on arrivera à la ville de la première arène. Et si cette vidéo a eu du succès et qu'elle vous a plu, on en refera une autre où on fait les arènes, pourquoi pas, on sait jamais. Donc on va continuer à parler de ce jeu et de son histoire. L'annonce officielle du jeu au Japon a eu lieu par le biais du magazine CoroCoro Comics, un magazine qui annonce encore de nos jours souvent des informations importantes sur l'univers de Pokémon. Une grande partie de la communication se faisait autour de la zone de combat, et une démonstration du jeu eut lieu quelques jours plus tard lors du Pokémon Festa de la même année. Alors la zone de combat, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une île où un personnage, un Penjin nous emmenait, et où on avait 7 épreuves différentes, des épreuves qui étaient super sympas. Je me rappelle que mon endroit préféré dedans était le dôme de combat. Ça marchait un peu comme un tournoi, et c'était vraiment fantastique. Enfin, je kiffais vraiment cette zone. Or, les nouveautés, sur les modifications du scénario, ce sont à l'ouverture du jeu, ce sont des Vigoroth et non plus des Max cogneurs qui aident au déménagement au début du jeu. Au moment de choisir son Pokémon de départ, le joueur affronte Zigzaton et non plus Mediena pour venir en aide au professeur Seco. Ce même professeur n'arpentera plus les routes de la région et restera dans son laboratoire à Bourg-en-Vol, malgré les dires de son assistant concernant son travail sur le terrain. Donc, un découvreur de talent prénommé Scott fait plusieurs apparitions tout au long de l'aventure. Il dispose justement d'un laissez-passer permettant de se rendre à la zone de combat. On en parlait tout à l'heure de la zone de combat. C'est juste le gros moment du jeu, et je trouve ça dommage que sur X et Y, Ruby Saphir, enfin Rosa du moins, et Lune et Soleil, on n'ait pas eu le droit à ces fameuses zones de combat. C'est vraiment dommage. Les teams Aqua et les teams Magma sont toutes les deux présentes et s'affronteront entre elles. En plus d'affronter le joueur, elles entrent en scène à tour de rôle à divers moments clés de l'histoire. Les fossiles peuvent désormais être trouvés dans la tour Mirage située au milieu du désert de la route 111, même s'il faut toujours faire un choix entre l'un et l'autre. Le deuxième peut désormais également être récupéré après avoir vaincu le conseil des 4. Après le 7e badge et la caverne fond de mer, Kyogre et Groudon s'affrontent à Atalanopolis. Il faut alors se rendre au pilier céleste pour réveiller Rayquaza et calmer les deux légendaires. Toute cette partie de l'histoire est entrecoupée de cinématiques. Donc voilà, c'est vrai que c'était vraiment bien travaillé. C'est un jeu qui était très sympa quand on se rappelle le niveau de la Game Boy Advance. C'était quand même une petite console. Pour moi, la Game Boy Advance, si je devais parler de cette console que j'adore, elle me fait penser à une sorte de petite Super Nintendo. Elle m'a vraiment rappelé la Super NES. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, elle fait penser à la Super NES. Un gros catalogue de jeux, vraiment facile d'accès. Et non, c'était vraiment une super console. J'adorais la Game Boy Advance, surtout sa version SP qui était pliable et tout. Donc Rayquaza peut donc être capturé avant d'affronter la Ligue, et même avant le 8e badge. Kyogre et Groudon sont tous les deux capturables après la Ligue dans 2 grottes à emplacement variable.
en se rendant au centre météo. Il est possible d'obtenir des informations concernant leur cachette. Marc, l'ancien champion dans Talanopolis, est devenu le maître de la Ligue Pokémon, à la place de Peter justement. Comme dans le dessin animé, le nouveau champion de Talanopolis s'appelle Juan, et il remplace Marc. Pierre Rochard, l'ancien maître de la Ligue, se trouve désormais au site Météor. Le joueur peut l'affronter après la Ligue. On peut donc l'affronter une seule fois, et il reste quand même le dresseur le plus puissant de l'île. C'est quand même lui qui a les plus hauts niveaux et les plus gros Pokémon. Il est possible d'obtenir Germignon, Hérissandre ou Caiminus après avoir complété le Pokédex d'Oen. Le joueur peut croiser deux dresseurs de ces derniers, et ces derniers peuvent faire équipe ensemble contre le joueur. Ce procédé a été repris ensuite dans Diamant, Perle et Platine. Donc voilà, déjà on voit que le jeu, enfin voilà, je veux dire, là où Ultra Lune et Ultra Soleil sont vraiment le même jeu, mais nous ont été vendus comme... Voilà. L'erreur d'Ultra Lune et d'Ultra Soleil, c'est de nous dire que c'est une version parallèle. Donc que ça se passait à la même époque en même temps, que ça reprenait le scénario d'origine, mais qu'il y avait pas mal de changements à Alola. Alors que finalement c'est faux. Vous refaites le même jeu, 2-3 détails ont été ajoutés et 2-3 changements scénaristiques, mais le jeu est vraiment le même, même si certaines choses ont été retouchées pour qu'il passe mieux. Tandis que l'avantage d'Emerald par exemple, c'est qu'une fois que vous avez fini le jeu, déjà vous avez cette fameuse zone de combat qui prolonge la durée de jeu. La tour de combat y est toujours, mais à part. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que vous avez des vrais changements scénaristiques. Vous pouvez choper les 2 Pokémon légendaires, vous avez des changements, le conseil a changé, enfin tout un tas de petits détails qui ne sont pas finalement dans Ultra Lune et Ultra Soleil. Je veux dire... donc on va parler maintenant des changements esthétiques. Les images de Pokémon animés en combat font leur retour. Les personnages jouables ont changé de tenue. Ils portent les mêmes dans les saisons Diamant et Perle du dessin animé d'ailleurs. Toutes les arènes ont subi des modifications, au minimum concernant les dresseurs affrontés et la composition de leur équipe. Les arbres ont changé d'apparence, sauf pour ceux des baies secrètes. L'île de la tour de combat est devenue un immense complexe nommé zone de combat. En plus de la tour, 6 nouveaux bâtiments font leur apparition. Le dôme, l'usine, le reptile, le dojo, le palace et la pyramide. Dans chaque bâtiment, il est possible d'affronter un meneur de zone, une sorte de champion. Les infirmières Joël portent leur chapeau d'infirmière sur la tête, chose qui n'était pas le cas dans Rubis Saphir. Je tiens à dire que plus tard, nous parlerons bien sûr des meneurs de zone, parce que ça peut être intéressant de parler d'eux. Alors, changement de gameplay, il y a eu du changement aussi là-dedans. Le parc Safari dispose de 2 nouvelles zones accessibles après la Ligue. Des Pokémon de Johto y seront donc capturables. Les concours n'ont plus lieu qu'à Nenu Creek, les autres lieux de concours ont été remplacés par des tentes de combat. Donc du coup, on sera obligé d'aller à Nenu Creek pour les concours de beauté. Ce qui était assez sympa quand même, moi j'aimais bien les concours de beauté. Le Pokénav voit sa fonction Cherche VS remplacée par un système d'appel téléphonique appelé le Match Phone. Les champions d'arène peuvent être combattus plusieurs fois. Le jeu est compatible avec le système de communication sans fil de Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille. Les objets trouvés avec la capacité spéciale Ramassage dépendent du niveau du Pokémon. Les capacités spéciales Armure Magma et Corps Ardent divisent par 2 le nombre de pas nécessaires à l'éclosion de l'œuf. Alors souvent je dis que les Pokémon Rubis, Saphir et Émeraude ont créé la stratégie telle qu'on la connaît maintenant. Et je maintiens ces dires. Les combats duo, on les a grâce à Pokémon Rubis et Saphir. Les objets ont commencé à être tenus dans Or et Argent, ça c'est vrai. Mais vraiment, le développement des objets et l'utilité en combat ont vraiment fait leur preuve sur cette génération. Et même pour la reproduction, donc, qui se développe vraiment là, grâce à des talents comme ça, on pouvait brider nos œufs beaucoup plus vite. Et ce qui donnait un impact totalement différent. C'est vrai que cette version a eu un impact colossal sur la stratégie. D'ailleurs, la nature d'un Pokémon a 50% de chances d'être transmise par reproduction si le Pokémon tient l'objet Pierre Stase. Voilà, cette petite astuce vient aussi de cette génération quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc les villes que l'on traverse
il y a Bourrenvol, Rosière, Clémentiville, Mérouville, Miocara, Poivre et Sel, Lavandia, Verzagon, Otechia, Vermilava, Cimetronelle, Nenucric, Algatia, Atalanopolis, Pacifiville et Ternara où se trouve la Ligue. Bon, après je vais pas vous faire le nom des grottes, des routes et tout, parce que ça serait un peu une perte de temps. Donc certains Pokémon n'étaient disponibles que par échange entre Ruby et Saphir. Par exemple, Armaldo, Mascadra, Meditica, Charmina, Roselia, Mangriffe et Silrock n'étaient pas trouvables dans le jeu par eux-mêmes. Il fallait les échanger des versions Ruby Saphir. Voilà en gros pour ce qui était du principe du jeu. Bon là on retrouve pareil que dans Rosa, donc on retourne sur l'écran du jeu là. On a aidé Timmy, notre futur rival, à avoir son premier Pokémon, et voilà justement Scott qui apparaît. Scott qui sera celui qui nous donnera le pass pour aller à l'arbre de combat. Pardon, excuse-moi, je me trompe de jeu. Pour aller à la fameuse zone de combat. Donc au début, il ne vous calcule pas, et plus vous avancerez dans l'aventure, plus vous aurez fait entre guillemets des choses exceptionnelles, plus il vous parlera différemment, jusqu'à ce qu'un moment il vous dise, eh bien voilà, tu as le niveau pour aller à la zone de combat, on cherche des dresseurs comme toi, etc. etc. Donc voilà, les petites animations que je vous parlais, bon, elles sont moins bien que dans les jeux modernes maintenant, mais voilà, du coup on voit un peu ce que ça veut dire. Donc généralement, moi je commence toujours cette version avec Poussifeu, mais je vais commencer avec Arco pour changer un peu et pour le fun. Je sais que c'est un petit Pokémon qui est bien aimé des dresseurs. Alors voilà, moi je voulais vous faire un petit topo sur la zone de combat, un endroit que j'avais beaucoup aimé et que franchement j'espère retrouver un jour sur une version Pokémon. D'ailleurs, il y a 2-3 petits trucs que j'ai aimé sur les versions Ruby, Saphir, Emerald, qui n'étaient plus disponibles sur Rosa, et je vais expliquer un peu pourquoi en essayant d'être clair. Donc voilà, on va enfin capturer, voilà, on a 2 Pokémon de plus dans notre équipe, avec le Zigzaton. Alors, un meneur de zone, on va parler de ça, donc les meneurs de zone, est un dresseur redoutable, ne pouvant être affronté que dans une zone de combat, et à condition de remplir les prérequis nécessaires à sa rencontre. Chaque meneur est attitré à l'un des bâtiments de la zone et se caractérise par son équipe particulière, coriace, sans type de prédilection et même parfois composé de Pokémon légendaires. Donc les meneurs de zone sont apparus pour la première fois dans Pokémon Emerald. Donc nous avions Sam qui était le chef de l'usine, Carole qui était pro du dojo, Takim qui était la star du dôme, Charline la reine du reptile de combat, Esteban qui s'occupait du palace de combat, Cathy que nous retrouvons dans Ultra Lune et Ultra Soleil. Je ne sais pas si quand vous avez fini Ultra Lune et Ultra Soleil, ou même Lune et Soleil, vous avez une mission à faire avec Belladonis et une dresseuse qui s'appelle Cathy. Eh bien, Cathy qui est dedans, c'est celle qui s'occupait de la tour de combat et qui était la championne, donc voilà. Et donc nous avons Bayard qui était le chef de la pyramide de combat, le roi de la pyramide donc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais ils sont extrêmement forts. Ils avaient même été repris, même ils avaient fait un animé dessus, où les meneurs de zone appelés génies extrêmes apparaissaient dans la saison du dessin animé durant la saison 9. Ils s'y font tous appeler par leur nom anglophone, certains reviennent plus tard, comme par exemple Brandon qui réapparaît dans la saison 12. Durant cette même saison, Sacha rencontre et affronte Connor. C'est le seul génie extrême de Sinnoh que Sacha rencontre dans le dessin animé dans l'épisode 708. Oui, parce que dans des génies de combat, ou des meneurs de zone, il y en a aussi dans la 4ème génération. Nous avons Connor de la tour de combat, qui est finalement le père de notre rival. Nous avons Celosia, qui est la star de la scène de combat. Nous avons Persilla et Parsley du château de combat. D'ailleurs, je tiens à dire que Persilla, encore une fois, une meneuse de zone, est quand même membre du Conseil des 4 de la région de que je dise pas de bêtises. Eh bien, je crois que c'est dans... Je crois que c'est à Kalos, en fait. Non, c'est dans Unis. Genre noir et blanc, et bien Persilla, la championne du château de combat, est membre du Conseil des 4. Après, nous avons Gardus de l'usine du combat, et Dahlia qui est de l'arcade de combat. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont assez chauds parce que finalement ils ont des IV et des EV assez développés. Et forcément c'est toujours des combats difficiles contre eux.
Donc nous on essaye de traverser cette première forêt qui permet de... Alors j'évite un peu les combats pour éviter de retarder le truc, mais c'est pas évident. Encore un Pokémon sauvage, je pense qu'on va fuir. Alors on va parler, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus sur la zone de combat. Bon, bien sûr on gagne des symboles si on arrive à gagner plus de 50 combats contre eux, évidemment. Les Pokémon légendaires étaient interdits. Et bien sûr, la Roséam était interdite également. Donc on va parler des lieux en fait. Voilà, parce que je vous les ai cités avec leur champion, mais je ne vous ai pas dit exactement ce qu'ils faisaient. Donc la plus simple, on va commencer. La fameuse tour de combat, déjà présente dans les versions Ruby Saphir. La tour de combat est de retour dans une version améliorée. Le principe de base reste inchangé. Il s'agit pour le dresseur d'affronter 7 adversaires à la suite. 4 guichets sont désormais disponibles, proposant chacun un mode de combat différent. Solo, duo, multi ou même multilink. La tour de combat a pour meneuse Cathy, l'as du salon. Elle apparaît dans la fin du 5e et du 10e défi solo. Victoire à la suite nécessaire. Je tiens à dire aussi que dans les versions Ruby, Saphir, Emerald, dans la tour de combat, vous pouviez croiser vos amis. Les gens que vous aviez enregistrés dans votre jeu, eh bien vous pouvez les croiser. Moi ça m'est arrivé de croiser Ludo ou Karine ou tout comme ça dans la tour de combat. Et ça c'était juste génial de croiser ses potes dans la tour. Le dôme de combat est situé au nord-ouest de la zone de combat. C'est ici qu'ont lieu les prestigieux tournois de combat. En match simple ou match double, ils font appel au sens tactique du dresseur venant s'y inscrire. Celui-ci a en effet accès à tout un panel de données concernant ses adversaires et doit donc se préparer en conséquence en élaborant la meilleure stratégie possible. Le dresseur ayant remporté la victoire sur tous ses adversaires est nommé champion. Il remet son titre en jeu à chaque nouvelle participation. Donc Takim est spécialiste de l'arène et le meneur de ce bâtiment. Il apparaît à la fin du 5e et 10e tournoi. Donc victoire à la suite quoi. Il faut faire plus de 10 victoires à la suite pour l'affronter. Donc le dojo de combat situé au centre de la partie est de la zone, le dojo se revendique comme un lieu de préservation d'un certain état d'esprit du combat. Un seul mode est disponible, le 1 contre 1. Les règles sont les mêmes que dans la tour de combat, à quelques exceptions près. Chaque affrontement ne dure que 3 tours minimum. Il est impossible, maximum pardon. Il est impossible de changer les Pokémon lors des affrontements. Si un Pokémon est KO, le Pokémon qui le remplace sera celui enregistré dans la position suivante. S'il n'y a pas de KO après 3 tours, l'arbitre interrompt le combat et désigne le gagnant selon 3 critères. Le mental, le Pokémon qui a lancé le plus d'attaques qui enlève des PV. La technique, le Pokémon qui a lancé le plus d'attaques qui ont un avantage du type. Le physique, le Pokémon qui a perdu le moins de PV au cours de l'affrontement. S'il y a égalité lors du décompte des points, les 2 Pokémon sont éliminés. Le dresseur réussissant à s'imposer régulièrement dans le respect de ces règles aura l'honneur d'affronter Carole, la pro du dojo. Ensuite, nous allons parler du reptile de combat. L'épreuve consiste à passer une salle à une autre en espérant se retrouver dans la situation la moins complexe possible. De la bonne âme qui soignera toute l'équipe, au dresseur coriace et acharné voulant en découdre. Le panel de possibilités est très large et si la fortune lui fait défaut, le dresseur devra s'être préparé de manière efficace pour parer à toute éventualité. La nature de ce défi fait qu'il est potentiellement possible de le remporter sans avoir combattu une seule fois. Il est aussi impossible de changer la position des Pokémon du joueur durant tout le défi. Après avoir traversé un certain nombre de salles avec succès, le joueur aura une chance d'affronter Charline, la reine venin. Elle apparaît après avoir traversé 28 et 140 salles consécutives sans défaite. Ce qui est très chaud. Je dois avouer que je n'ai jamais réussi à traverser le reptile de combat. Je dois pas être assez chanceux en fait. La pyramide de combat. Située à la pointe nord-est de la zone, cette pyramide représente un défi peu commun au dresseur puisqu'il s'agit pour l'emporter d'atteindre son sommet. Le principe peut sembler simple, mais les faits sont autrement plus ardus. Ce sommet ne peut être atteint qu'après avoir franchi un nombre important de paliers labyrinthes, tous remplis de dresseurs prêts au combat et de Pokémon sauvages avec soi pour équipe de 3. Un inventaire extrêmement limité et une visibilité quasi nulle, il appartiendra donc au joueur de décider
en fonction de la santé de son équipe et de la tenue de son équipement s'il souhaite trouver les divers objets répartis à chaque étage ou s'il souhaitera trouver l'accès au suivant le plus rapidement possible. Un dresseur ayant réussi à atteindre le sommet de la pyramide plusieurs fois de suite pourra affronter son roi, Bayard, et ses puissants golems. Il apparaît lorsque vous avez atteint le sommet consécutif 3 fois et 10 fois. A savoir que Bayard joue Registock, Registeel et Regice. Donc quand vous faites une équipe aventure, que vous y arrivez pour la première fois, si vous tombez sur lui, le combat est très dur. Il faut le reconnaître. Le palace de combat. Donc au sud-est de la zone, le palace de combat ou château de combat propose un défi reposant sur la nature des Pokémon du joueur. En fonction de leur caractère, ceux-ci sont appelés à combattre par eux-mêmes. Le dresseur n'ayant pas la possibilité de leur indiquer l'attaque à utiliser. Il s'agit de connaître le caractère de son Pokémon et son type de comportement en fonction des situations pour pouvoir en tirer le maximum. Si le Pokémon est doté d'un moveset ne correspondant pas à sa nature, il se peut qu'il n'exploite pas pleinement son potentiel. Le dresseur ayant réussi à prendre en compte ces paramètres pour enchaîner les victoires pour affronter Esteban. Il apparaît au 21e et 42e combat, bien sûr sans défaite. On arrive au dernier, l'usine de combat. L'usine de combat, on le retrouve un peu dans Ultra Lune et Ultra Soleil, avec la place Festival. Il y a cette zone de combat qui marche pareil en fait. L'usine de combat à l'ouest de la zone propose un défi dont le principe est sensiblement le même que celui de la tour de combat. 7 adversaires à battre au niveau 50 ou 100. À la différence près, c'est que le dresseur doit cette fois-ci combattre à l'aide de Pokémon de location. Un panel de Pokémon lui est présenté au début du défi, parmi lesquels il pourra en sélectionner un certain nombre en fonction du style de combat choisi. La possibilité lui est offerte après chaque combat remporté de choisir un autre en remplacement de l'un de ceux qu'il a préalablement sélectionnés. L'usine de combat a pour meneur Sam qui apparaît après les 21e et 42e combats, sans défaite bien entendu. Donc voilà pour cette zone de combat. Si je me suis un peu attardé dessus, c'est que c'est vraiment une chose que j'aimerais retrouver dans le prochain Pokémon, parce que ça prolonge bien la durée de vie du jeu, et ça donne un certain challenge, comme les cachettes secrètes où on pouvait affronter nos amis. Je trouvais ça juste super. Donc voilà, là on a réussi à traverser notre forêt. On va arriver bientôt à la prochaine, enfin on a pratiquement traversé la forêt. On va arriver à la première ville. Cette ville où on aura notre premier badge, où on rencontrera le père de Pierre Rochard et où on affrontera la team Aqua ou la team Magma. Là donc on affronte la team Aqua qui sont les premiers à apparaître. Comme je vous ai dit, c'est chacun leur tour. Un coup on affrontera la team Aqua, un coup on affrontera la team Magma. Les niveaux ne sont pas beaucoup plus durs. D'ailleurs je pense qu'il n'y a pas de changement de niveau entre Ruby, Saphir et Emerald. Mais voilà. Donc l'adversaire est battu. On l'a laissé filer. Donc moi par contre ce qu'il va falloir que je fasse, c'est parce que mon équipe n'est pas très forte, j'ai surtout entraîné Arco. Arco est quand même moins efficace en combat que Brasgali par exemple, enfin que Poussifeu. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais essayer d'arriver à Méroville, me soigner un peu, et après j'irai farmer un peu pour monter l'XP de mes Pokémon et me recréer une petite équipe. Parce que là j'ai un autre combat qui me tombe dessus et mes Pokémon sont loin d'être en bonne santé. Voilà, donc je sais pas si certains d'entre vous ont encore leur Game Boy Advance, ou d'ailleurs il y a des émulateurs pour jouer aux vieilles versions. Mais moi je vous conseille de vous refaire une petite partie sur ce Pokémon Emerald. C'est juste du plaisir à l'état pur. J'adore la musique, j'aime bien les décors, j'aime bien le principe des combats duo. Les Pokémon qu'il y avait dans cette génération, je les trouvais très beaux. C'est vraiment une génération que j'ai beaucoup aimée. Ma favorite, je crois que ça ne changera pas. Bien que j'ai des grosses attentes pour les Pokémon sur Nintendo Switch. Je pense que c'est normal, tout le monde a des grosses attentes dessus, parce que bon, quand on voit la puissance de la console, c'est quand même une console qu'on peut prendre en mode portable, sur laquelle on peut faire tourner Skyrim, Xenoblade, Zelda, enfin je sais pas si vous avez regardé les différentes vidéos que j'ai fait. Les questions de graphisme, la Switch n'a rien à envier aux autres consoles, donc je veux dire, un Pokémon dessus, ça laisse rêveur, il serait fou de ne pas exploiter la puissance.
Donc Nengal me pose vraiment de gros problèmes. J'espère qu'on va réussir à en venir à bout assez rapidement. Donc voilà, mais n'hésitez pas à vous commenter en disant quel jeu vous aimeriez voir sur la vidéo. Tout est assez possible, tout est assez réalisable. La prochaine vidéo sera à nouveau sur Ultralune et Ultra Soleil, puisque ce week-end-là, donc le week-end entre le 26 et le 29, là, il y a le tournoi PGL Pokémon sur Ultralune et Ultra Soleil, qui a le règlement des World Championships Series, donc qui aura le règlement du Mondial 2018. Donc j'ai déjà préparé mon équipe, je sais à peu près avec qui je vais y aller. J'espère juste que les résultats seront là, même si je m'inquiète pas trop dessus. Et on verra ça ensemble, on mettra une petite vidéo avec les sets expliqués et l'équipe en détail. Pareil, pour ceux qui veulent jouer Smogon, j'ai une petite équipe solo qui est très sympathique, que j'essaierai aussi de vous présenter très rapidement avec les sets. Ça peut vraiment vous intéresser. Donc j'aurais dû mettre Goélis tout de suite, ça nous aurait évité bien des problèmes. Parce que du coup je suis sous pression avec mon Pokémon Plante qui est quasiment mort. Zigzaton ne pourra pas faire grand chose. Et si j'ai bonne mémoire du jeu, je sais que j'ai encore au moins 2 combats solo et 1 combat duo qui m'attendent avant d'arriver à la ville. Bon voilà, au moins on est sorti de cette petite forêt. Voilà. Graphiquement, je trouve que le jeu a bien vieilli, il reste agréable. Bon, bien sûr, il est beaucoup moins beau que XY, Ruby, Saphir, Rosa, je parlais quand j'ai Ruby, Saphir, ou même Usul. Mais franchement, je trouve qu'il a bien vieilli, qu'il reste jouable. Hein, il pique pas les yeux non plus. Bon, lui, il envoie un Zigzaton. Normalement, on devrait l'avoir avec un peu de chance. Malheureusement, en plus, j'ai plus d'attaque pour remonter ma vie. Volvie est vide. C'est la misère. Donc on va essayer de lui faire quelques dégâts. Là on lui a fait mal. Bon c'est bon, il fait mimique. On va le retaper un petit peu là. Donc même vive attaque me sert à rien parce que de toute manière je suis plus rapide que lui. Bon, ensuite. Ah il a tenu. Moi je suis KO. Zut. Allez, Zigzaton, j'envoie le mien, ça va me permettre de monter d'un ou deux niveaux si j'y gagne. Non, le guérison. Le guérison qui tue les gars. Bon, j'espère que vous êtes patient parce que ça c'est. On est parti pour un combat de 2 minutes parce qu'il m'a baissé mes stats à fond. Alors qu'il pourrait me tuer en 2-2, ça serait mieux. En plus il s'amuse à baisser mes stats, défense et attaque. Oh le vilain. Donc voilà, donc oui, nos prochaines vidéos concerneront 2 équipes Pokémon, une solo, règlement Smogon, donc 1 vs 1, 6 vs 6, et bien sûr l'équipe VGC. Donc l'équipe VGC aura lieu avant, puisqu'elle est prévue pour ce week-end-là. Et donc je pense que je vais filmer les premiers combats du vendredi, les poster le samedi, et le lundi, je ferai la vidéo sur l'équipe solo Smogon. Voilà, ça vous fera 3 vidéos en une semaine en gros. Et au moins ça vous donnera de quoi brider quelques équipes. Surtout que l'équipe solo, je pense qu'elle va plaire à pas mal de joueurs parce qu'elle est très très efficace. Je l'ai jouée, elle est vraiment tip top. Bon, au moins on arrive à la fin de ce combat. Je pense qu'on va même l'avoir sur les Zigzaton. En tout cas, moi je vous remercie à tous d'avoir regardé ces vidéos. Je vous remercie de venir les liker et de les partager. Je vous suis énormément reconnaissant parce que c'est vous qui faites vivre les petites chaînes YouTube. Donc mes remerciements sont très sincères. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maître Dioscuros. Donc n'oubliez pas, championnat officiel PGL Pokémon ce week-end sur la chaîne. Avec quelques combats entre 3 et 5 comme d'habitude. Je ne vais pas vous mettre les 45, ça ferait énorme. Et bien sûr 2 ou 3 combats le lundi sur une équipe Smogon 6 vs 6. Donc
Donc voilà, j'espère que vous appréciez tout ça. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et merci encore, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. C'est vous qui faites vivre les petites chaînes. Allez, ciao ciao.